Hello tout le monde, bienvenue sur le terrain de On se dit tout, j'espère que vous allez bien. On va parler foot bien évidemment et surtout du Standard de Liège. Mais avant tout, je vous présente la composition du jour avec sur ma gauche l'incroyable, le phénoménal pourvoyeur de bons ballons, Pascal Croux. Ça va Pascal, bonsoir. Ça va, toujours bien présent avec toi pour te donner des bons assists. Je vais bien t'utiliser ce soir, n'aie crainte. Alors, comme invité, eh bien oui, je vous ai dit, on va parler du Standard de Liège avec de nouveau un dirigeant, Pascal. On a reçu la dernière fois le président du RFC Liège. On garde le rouge, mais on remplace le bleu par le blanc. Et on reçoit le directeur général du Standard, Pierre Locht. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir, heureux d'être là. Pascal, Pierre Locht, un jeune dirigeant qui est déjà depuis quelques années dans le monde du foot pro. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Je pense que c'est le meilleur transfert que le Standard a réalisé depuis quelques années. C'est vraiment la bonne personne à la bonne place. Je l'ai connu comme team manager. Quand j'étais moi-même à l'académie, c'était déjà quelqu'un de très ouvert et de passionné. Et mettre un jeune dirigeant comme ça à la tête du club, c'était vraiment une très très bonne idée. Il le mérite amplement. Une belle marque de confiance pour le travail accompli. Eh bien, voilà, avec Pierre Locht, on va parler de tout ça, retracer un peu sa carrière. On commence d'ailleurs par cette partie, c'est la défense. Pierre, votre carrière, et on va recommencer assez loin, parce que l'amour du foot, avant d'être dirigeant, vous avez été joueur. C'était du côté de Goé, si je ne dis pas de bêtises. Oui, petit, oui, tout à fait. L'amour du foot, comme c'est souvent le cas, il est héréditaire. Il est venu du paternel. Oui. Pareil pour l'amour du Standard, évidemment. Ça a été un héritage pour moi et mes deux frères. Et donc, en effet, ça a démarré par le club du village, Goé, qui est après en fusion aussi avec Delin. Donc voilà, j'ai fait les classes là avant de me diriger vers un club pas très loin qui était Eupen. Eupen, oui, déjà un beau club. Mais revenons un instant sur cet amour du Standard. C'était dans la famille, donc votre papa était déjà supporter. Il vous a emmené au stade ? Oui, c'est ça. C'est l'histoire, je pense, classique. En effet, un papa supporter des Rouges et qui nous a emmenés au stade plusieurs fois par an, chaque fois. Donc, c'était un événement. Et donc, tout petit, la première expérience à Sclessin qui marque. Et puis, on tanne papa pour y retourner le plus souvent possible. Voilà, avec les frères ou les cousins, donc à chaque fois. Très bien. Alors, vous l'avez dit, vous avez évolué à Eupen en nationaux. Et là, j'ai une petite photo qu'on va vous proposer. Vous reconnaissez ce joueur qui est passé par le Standard 2015-2016 ? Oui, tout à fait, Christian Bruls. Vous avez joué avec lui ? Oui, j'ai joué plusieurs saisons avec lui à Eupen. Je me rappelle quand il nous a rejoints en U15, je pense, à Eupen, à l'époque, d'Amblève. On ne le connaissait pas, mais après un ou deux entraînements, il avait mis tout le monde d'accord sur ses qualités, son potentiel. C'est un joueur vraiment exceptionnel, qui a fait une belle carrière, qui aurait pu sans doute en faire encore une plus belle si on vous parlait avec les gens qui l'ont croisé ou les entraîneurs qui l'ont eu. Vu ses qualités. Oui, exactement, des qualités. Vision du jeu, la passe, le tir. Je me rappelle même des réflexions de Victor Valdez quand il était venu au Standard Amand, qui a joué avec, qui disait que c'était potentiellement un joueur qui aurait pu côtoyer le Barcelone, le noyau en tout cas au niveau des qualités pures. Donc vraiment, c'était vraiment chouette de jouer avec un joueur de cette qualité-là parce que vous voyez de suite qu'il est au-dessus. Et parfois vous vous arrêtez même de jouer pour le regarder. Donc voilà, c'est un beau souvenir. Et aujourd'hui, précisons qu'il évolue toujours dans le foot pro à Zulte Waregem, qui joue la tête en Challenger Pro League. Est-ce que ça vous a titillé l'esprit d'un jour devenir joueur professionnel ? Je pense comme tout petit footballeur au départ, c'est le rêve qu'on a tous. Après, je crois que j'avais jamais eu la passion suffisante, on va dire. Et puis voilà, je suis content d'avoir été jusqu'à Eupen, d'avoir fait même un match sur le banc avec l'équipe réserve à l'époque en Division 2. Donc je suis content de mon parcours. Je n'avais pas les qualités pour faire beaucoup plus que ça. Voilà, et vous avez choisi une autre voie avec pas mal de succès, la voie des études en droit à Namur, Louvain. Et puis alors, à la fin de vos études, ou même avant, il y avait déjà l'envie de bosser pour le Standard ? Oui, c'était en effet, comme supporter, je continue à suivre évidemment le Standard. Et puis c'est un jour un peu au hasard où j'avais pas envie d'étudier. Je me suis dit, je vais envoyer mon CV au Standard vu que je vais terminer les études. Moi, j'étais en plus à la bibliothèque de l'université, donc c'était pas prémédité, on va dire. C'était un peu un coup de tête. Et en fait, le CV est arrivé au bon moment, bon timing pour le rôle de team manager. Et c'est comme ça que ça a démarré, ouais.
Et pour vous, une belle manière d'appréhender ce qu'est un club professionnel. Après cela, vous occupez un poste de conseiller juridique, vous occupez le poste de directeur de l'académie à l'époque, le SL16 Football Campus, comme on l'appelle aujourd'hui. Vous êtes occupé aussi de la section féminine. Oui, c'est en même temps que l'académie. Exactement. Voilà, en même temps. Et aujourd'hui, CIO, donc manager général du Standard de Liège, à seulement 35 ans. Ce que j'ai envie de vous demander, c'est... tous ces passages par des postes différents, ça enrichit votre bagage aujourd'hui, ça vous sert? Oui, je pense que c'est indéniable que ça me sert parce que j'ai une meilleure connaissance de la réalité des différents départements. Après, je n'ai pas fait tous les départements dans le club, mais c'est vrai que comme responsable juridique, j'ai déjà pu travailler dans les bureaux, on va dire, et avoir une vue de cela. L'expérience de team manager a permis de bien comprendre la réalité d'un groupe pro et la vie d'un groupe pro et d'un staff pro. Et puis l'expérience à l'académie m'a en effet permis vraiment de connaître les rouages d'un centre de formation professionnelle, les difficultés, la question du recrutement, la guerre des talents qui existe aujourd'hui entre les différents clubs professionnels en Belgique. Donc oui, bien sûr, c'est utile et j'essaie de ne pas oublier aussi les réalités auxquelles j'étais confronté à ce moment-là. Oui, c'est intéressant pour vos collaborateurs de savoir que vous avez peut-être occupé leur poste au préalable, vous les comprenez sans doute mieux. Oui, après, il faut être ouvert aussi. Le but, il y a beaucoup de gens qui font des choses mieux que ce que je ne les faisais à l'époque dans ces rôles-là aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça me permet, je pense, d'avoir une compréhension un peu plus rapide, on va dire, des difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés dans certains moments. Eh bien, parfait pour cette partie. On peut passer à la suivante. On monte un petit peu dans notre composition, sur notre terrain, vers le milieu. Voilà Pierre, donc vous êtes CIO depuis à peu près 1 an et demi. Vous êtes, entre guillemets, le rescapé de l'ancienne direction. Ce rôle de CIO, tout d'abord, en quelques mots, en quoi ça consiste? Quel est votre rôle? C'est vraiment, comme vous le dites, c'est la gestion générale, on va dire, du club, et c'est de faire le lien entre tout le management du club et toute la direction du club et l'actionnariat aussi. Donc l'actionnariat qui est aujourd'hui 777, qui est un actionnaire américain, maintenant qui est structuré de manière telle à ce qu'il y a un football group qui est basé à Londres. Donc ce sont des gens du football qui ont été recrutés et qui coordonnent un peu tous les clubs. Oui. Donc moi aujourd'hui, c'est mes interlocuteurs premiers, ce sont les gens du football group. Et donc le but est vraiment de faire un reporting régulier sur ce qu'on essaye de faire en place au club, obtenir les validations sur les différents projets et puis voilà, essayer de gérer l'ensemble des activités du club qui sont assez larges au quotidien. Mais les décisions sont-elles prises à Liège ou plutôt à Londres ou même Miami, puisque c'est des propriétaires américains? Ça dépend lesquels. Pour être franc, la grande majorité des décisions sont prises à Liège. Après, pour les autres, je veux dire les décisions très importantes, comme les transferts, qui représentent bien des investissements financiers importants, elles sont pensées à Liège et puis validées à Londres principalement, parfois à Miami quand c'est vraiment des gros investissements. Il y a le feu vert qui doit venir, donc je veux dire toute l'activité est à Liège, mais c'est vrai qu'il y a un processus de validation qui doit être mis en place, qui est assez logique parce qu'un actionnaire, quand il investit de l'argent, c'est normal qu'il ait son mot à dire quand même. Parlons à présent de sport, puisque la face visible du football, ça reste les résultats sportifs. Au niveau de l'équipe première, cette saison, je vais d'abord m'adresser à Pascal. Si tu dois mettre une cote, Pascal, sur le bilan du Standard à mi-championnat, moitié de la saison régulière? En termes de résultats, 6 sur 10. En termes de potentiel, 8 sur 10. Parce que je pense, et on en parlait avec Pierre en off, il y a du potentiel dans ce noyau. Et je pense qu'ils peuvent mieux faire, et j'espère pour eux, parce qu'on est quand même tous liégeois et supporters du club, d'une certaine manière, qu'ils vont redresser la barque, parce qu'ils ne sont pas réellement à leur place. Maintenant, viser le top 6, ça reste un challenge, et ils sont capables de le faire, mais il faudra faire une belle série pour y parvenir. On vient de changer le staff, et donc peut-être que les joueurs vont se sentir un peu boostés par ce nouveau staff, et je pense qu'ils peuvent y arriver. Et maintenant, ça se joue parfois à des détails. Oui, comme tu le dis, Pascal, ce changement, remaniement dans le staff, c'est une des dernières actualités au Standard. Vous avez engagé donc un nouvel adjoint, Bernd Theiss, un autre adjoint, José Jeunechamp, 2 personnes qui connaissent la maison. Quelle est un peu la volonté derrière ce remaniement à mi-course dans le staff? Oui, tout d'abord, il faut dire que le point de départ, c'était le départ de Yaya Touré, spontané, qui a eu une autre opportunité. T2 de l'Arabie Saoudite. Exactement, oui, avec Roberto Mancini. Donc on savait qu'on devait le remplacer de toute façon par un adjoint. Et c'est vrai que
arrivant pratiquement à la mi-saison, en tout cas au niveau de la phase classique. Et puis après une défaite quand même assez lourde à l'Antwerp, il faut pas se mentir, on s'est dit que c'était le moment d'aller un peu plus loin, de vraiment repenser aussi l'ensemble du staff et de l'encadrement des joueurs. Donc on a beaucoup discuté. C'est vrai qu'on a décidé d'aller plus loin que juste le remplacement d'Yaya Touré, d'essayer d'amener une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie à ce staff. Et donc voilà, c'est simplement ça. Leur volonté, c'est d'essayer de s'améliorer, d'essayer d'améliorer l'encadrement de nos joueurs pour qu'ils performent mieux sur le terrain. Ça reste l'objectif ultime de toute façon. Et les échéances importantes arrivent rapidement. Là, il y a un calendrier assez costaud en championnat, en coupe notamment. Donc, vous attendez vraiment que ça porte ses fruits assez rapidement Oui, c'est clair qu'on n'a pas le choix. Enfin, je veux dire, il y a en effet des échéances importantes qui arrivent. Après, on sait qu'aujourd'hui, encore plus dans le championnat belge, c'est difficile de dire qu'un match est plus gros qu'un autre. Enfin, il y a des grosses équipes, évidemment, qui sont en face de nous aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a aussi la frustration d'avoir peut-être laissé passer trop de points contre des plus petites équipes à domicile, par les matchs contre RWDM, contre Westerlo, contre Malines récemment. Je pense que ça, c'est les matchs où on doit avoir des regrets aujourd'hui, peut-être encore plus que les matchs perdus à l'extérieur, où c'est vrai que l'équipe n'a pas été au niveau, mais où on sait que ça va être des matchs compliqués à la base. Et donc, c'est ça aussi qu'on doit améliorer, en effet, pour le futur, être présent dans les gros matchs, certes. Les gros matchs à domicile, on sait qu'il y a cette ferveur qui va arriver, qui va souvent porter l'équipe, mais on doit être au rendez-vous lors de tous les matchs, aussi les plus petits. Et Pascal, en termes d'objectifs, que doit viser le Standard pour la fin de saison? Ils sont capables d'aller chercher le top 6, mais il faut une grosse régularité. La difficulté du club, et on la connaît, c'est la stabilité. Les noyaux changent, les staffs changent, les entraîneurs. Donc forcément, il faut gagner un petit peu en stabilité pour le club pour pouvoir agrandir. Et ça va être le défi de cette 7-7 dans les prochaines années, c'est de pouvoir construire quelque chose de pérenne. S'ils arrivent à faire ça, le Standard, il doit être dans les 3 premiers chaque saison, c'est clair. Et c'est pas une question de qualité, la qualité est là. Mais il y a tout l'entourage qui doit rester un petit peu opérationnel. Très bien. Alors le Standard, comme vous le savez chez vous, c'est au-delà de l'équipe première, d'autres équipes. On a le Standard féminin, on va voir quelques images qui vont apparaître. Le Standard féminin, le Standard, le SL16, occupé au 2e échelon national. Et puis aussi du futsal, depuis quelques années avec le SL16 futsal. Comment est-ce que vous faites à l'intérieur du club pour faire cohabiter toutes ces équipes et comment elles peuvent s'influencer pour tirer finalement tout un club vers le haut? Oui, c'est un challenge. Je pense que chacune de ces autres équipes a un projet bien distinct. Voilà, le Standard féminin, c'est une institution historique déjà. C'est le club le plus titré en Belgique au niveau du foot féminin. Ça existe depuis très longtemps, depuis les années 70. Et donc c'est une marque forte. Et voilà, on doit aujourd'hui travailler à développer le foot féminin. Et nous, le Standard féminin, on a eu un moment magnifique la saison dernière avec cette victoire en coupe avec un Stade de Sclessin qui a battu le record d'assistance. Ouais. Donc, pratiquement 10 000 personnes. Exactement. Et donc ici, l'objectif cette année, c'est qu'elle rejoue, elle soit à nouveau dans la lutte pour le titre, directement en mêlée, et essayer d'aller rechercher le titre, si pas cette année, dans les années vraiment prochaines. Le SL16FC, c'est un projet de formation, c'est l'étape intermédiaire idéale vraiment vers l'équipe première. Mais c'est une équipe professionnelle aussi, avec les contraintes que ça a et la gestion que ça impose. Et le futsal, c'est un nouveau projet, en effet rafraîchissant, dans lequel on croit, mais qui doit encore grandir. Et pour faire fonctionner tout ça, on sait bien qu'il y a besoin de budget, des budgets qui sont plutôt à la hausse, notamment pour le Standard féminin. Il y avait des inquiétudes cette dernière saison par rapport à la situation financière du Standard. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux suiveurs, aux supporters sur la santé financière du Standard aujourd'hui? Dire qu'on y travaille. Mais c'est vrai, je pense j'ai toujours en tout cas voulu être transparent par rapport à ça et ne pas faire croire des choses ou vendre du rêve, entre guillemets. Ouais. C'est clair que le club était dans une situation financière très compliquée. Et voilà, il ne faut pas revenir sur les causes, mais le Covid notamment n'a vraiment pas aidé. Et puis voilà. Et voilà, pour le futur, on doit se relever. On est aujourd'hui vraiment supporté par l'actionnaire qui a injecté depuis qu'il est là à peu près 30 millions d'euros. Maintenant, c'est l'argent nécessaire pour faire fonctionner le club, pour le faire survivre.
Et après, il n'y a pas de miracle, il faut que les résultats sportifs nous aident à augmenter nos revenus. Il faut que nos revenus transferts augmentent, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous regardez objectivement sur les derniers mercatos, on vend pour beaucoup moins que nos concurrents, le concurrent Autopsys en tout cas, donc ça complique les choses, ça c'est sûr. Mais voilà, on y travaille, beaucoup de revenus sont de nouveau en augmentation chez nous, que ce soit le ticketing, le merchandising fonctionne très bien cette année, etc. Et puis après, il y a le pôle sportif et l'équipe première masculine qui reste vraiment le moteur malgré tout, et qui doit essayer de raccrocher les résultats, refaire quelques beaux dossiers de transfert. On a des jeunes prometteurs aujourd'hui qui suscitent de l'intérêt. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Et sans exciter les supporters, mais Axel Witsel, est-ce que ça peut être une recrue possible pour le Standard aujourd'hui? On sait que c'est un déclencheur très puissant au niveau du Standard quand on évoque ce nom-là. On n'a pas fait de secret qu'on a pris la température, on va dire, pendant le mercato, parce qu'on cherchait ce profil-là, vraiment. Donc, un milieu défensif d'expérience, capable de garder le ballon, à mettre à jouer, on va dire. Et il avait évidemment le profil parfait. Et je pense que Axel s'est exprimé aussi sur sa volonté de rester au plus haut niveau. Et aujourd'hui, il le montre à tout le monde qu'il en est encore parfaitement capable. Donc, même s'il est redescendu en défense centrale. Mais bon, c'est un joueur polyvalent. Ouais, ça reste magnifique ce qu'il est en train de faire à l'Atlético. Alors, on espère un jour, il a dit aussi, il ne faut jamais dire jamais, donc on espère un jour, mais il faudra que ce soit le bon timing et pour lui et pour le club. Que tout soit réuni, mais après, on ne doute pas de l'amour d'Axel pour les couleurs du Standard. C'est certain. Alors, messieurs, le foot, comme vous le savez, c'est un jeu avant tout. Alors, on va jouer avec Pierre. On va vous proposer des images, des photos, et vous allez réagir. Vous allez voir, c'est très simple. Première photo. Voilà. À quoi ça vous fait penser? C'est le groupe aujourd'hui, donc en effet c'est vrai que c'est une particularité aujourd'hui, donc on fait partie aussi d'un groupe qui est le groupe de 777. Et puis voilà, en voyant les blasons comme ça, c'est les points communs entre les clubs qui ressortent pour moi, c'est le caractère historique des clubs. Ce sont que des clubs. Genoa est le premier club fondé en Italie, que ce soit Everton, Hertha Berlin sont des membres fondateurs de la Première Ligue ou de la Bundesliga, etc. est un club très ancien aussi. Donc précisons que ce sont bien les 8 clubs, en tout cas les 7 clubs, plus Everton où leur rachat est en cours, qui font partie donc de 777, en tout cas un intérêt, le même propriétaire que le Standard. Exactement. Où se situe le Standard dans ce groupe? Quel est son poids? Mais je pense que ça a toujours été le discours, et moi je le constate, c'est la réalité aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie de classement dans les clubs. Comme je dis, il y a un point commun, c'est le caractère historique des clubs et le potentiel fanbase qui est énorme dans ces clubs-là. Et après, ce qui est intéressant, je trouve, avec 777, contrairement peut-être à City ou à Red Bull, c'est que l'identité du groupe n'est pas mise en avant. Donc, c'est pas du tout leur idée. Eux, ils disent les marques fortes, ce sont les clubs, ce sont des clubs historiques. Et on va pas mettre 777 Standard de Liège, ou on va pas changer les couleurs, ou mettre notre logo sur les maillots. C'est pas du tout l'idée. Le groupe reste derrière, et c'est les clubs qui doivent grandir, les clubs qui doivent rayonner, parce qu'ils ont des identités fortes. Très bien. Voyons tout de suite une deuxième photo. Le blason des 125 ans. Voilà, les 125 ans, on y est, c'est cette année, les 125 ans du club fondé donc, en 1898. Pour ces 125 ans, le club a envie de marquer le coup. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Qu'est-ce qui est encore prévu? Oui, on a démarré la saison, on a marqué le coup avec la saison, avec le business meeting qui avait eu lieu donc, à l'école Saint-Servais, là où tout a commencé. Le collège Saint-Servais pour le Standard, c'était vraiment un très très chouette événement, en plus dans un auditoire aussi très ancien encore, donc il y avait tous les ingrédients étaient réunis, voilà débuts. Exactement. Il y avait une très belle vidéo aussi de lancement de la campagne abonnement qui je trouve, identifiait bien l'amour du club et le côté national du Standard. Puis alors il y a ce blason, le maillot aussi avec ce blason spécifique pour les 125 ans. Et alors il y a toute une série d'autres choses qui seront encore organisées. On travaille sur un documentaire qu'on essaye de pouvoir finaliser pour les 125 ans. Il y a eu un joli livre aussi. Il y a eu évidemment un bouquin tout à fait qui est intéressant, et on va encore faire des événements dans la deuxième partie de saison. Il y aura un match spécial avec un tifo spécial 125 ans. On doit encore voir quand il pourra être finalisé. Mais c'est vrai qu'il y a une série de choses qu'on essaie encore de mettre en place. Il y a une bière aussi spéciale, la 1898 pour les 125 ans, délicieuse si vous n'avez pas encore goûté. Pas mal de cadeaux à l'approche. Donc voilà, exactement. Donc voilà, on essaye de célébrer ça comme il se doit. On peut voir la photo suivante. On est à Sclessin. Ouais. Ça vous fait penser à quoi?
ouais, chaque fois ébahi. Moi, malgré tout, ça peut paraître naïf, mais voilà, je supporte le club depuis tout petit. Je suis dans le club depuis 13 ans, mais quand je vois des tifos pareils, moi, je reste à chaque fois ébahi sur... Je me demande toujours comment ils arrivent à faire ça, mais bon, voilà, je sais maintenant que c'est beaucoup d'heures de travail, mais voilà, moi, je dis à chaque fois, c'est un atout énorme qu'on a. Il n'y a rien à faire, c'est une chance qu'on a d'avoir un public aussi fervent, ou aussi large et aussi engagé vis-à-vis du club, et on le voit cette saison. Je sais que beaucoup s'en étonnent, mais même dans la difficulté aujourd'hui, le public est derrière l'équipe. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, c'est ça, mais voilà, nous on essaye en tout cas au niveau de la direction du club d'être transparent, de communiquer de manière transparente et assez régulière avec les représentants des supporters aussi, et via les médias, d'expliquer quelle est la situation, quelle est l'ambition. Et comme on l'a dit, le challenge au Standard, c'est d'être stable. Et on sait que parfois, quand ça commence à être négatif, on peut avoir une tendance à l'extrême. Et quand c'est positif, une tendance à l'extrême. Et c'est bien que les supporters, aujourd'hui, même quand ça va un peu mal, restent derrière. On l'a vu en début de saison, on a eu très dur. Mais le fait que les supporters ne se soient jamais vraiment retournés derrière l'équipe, je suis convaincu que ça a aidé énormément l'équipe à se redresser après le mercato. Et donc voilà, on doit essayer de maintenir ça. Après... à un moment donné, comme l'a dit Pascal aussi, il faut des prestations, il faut des résultats derrière. Donc, mais exactement. Il faut reconnaître quand même, moi j'ai eu la chance d'aller un peu dans toute l'Europe, notamment quand j'étais à l'académie, à Marseille, à Dortmund. Le Standard, pour moi, c'est dans le top 10 des clubs européens au niveau de l'ambiance dans un stade. Même ces clubs que je viens de citer, c'est pas la même intensité. Ils ont une chance incroyable, les joueurs, de jouer dans un chaudron pareil. Une dernière photo pour la route. Un autre blason, plus national, celui-là. C'est là aussi, oui. Voilà, on sait que vous êtes membre du CA de l'Union belge. Qu'est-ce que ça peut apporter déjà, qu'est-ce que ça vous apporte, mais aussi au club, au Standard? Voilà, pour moi, c'est une expérience évidemment intéressante. Après, quand je suis en réunion du conseil d'administration de la fédération, je suis là pour penser à l'intérêt de la fédération, pas du Standard. Voilà, même s'il y a toujours cette image, les gens disent c'est bien pour le Standard, etc. Je pense qu'il faut essayer de mettre ça de côté et savoir faire la part des choses quand on a la double casquette, entre guillemets. Donc, mais après, quand la fédération belge va bien, c'est positif pour tous les clubs, évidemment. Donc, moi, c'est très enrichissant. C'est vrai qu'il y a des choses que j'apprends, des éléments que je prends qui peuvent servir aussi dans mes fonctions au Standard. Mais c'est vraiment intéressant. C'est différent, le rôle d'une fédération de celui d'un club. Mais avec les Diables Rouges, on a une vitrine exceptionnelle. Il y a un gros travail qui est fait aussi dans l'ombre, qu'on ne voit pas toujours au niveau des jeunes à la fédération, du recrutement, de la détection de talents, etc. Et on doit essayer d'imbriquer tout ça avec le travail des clubs. C'est parfois pas facile, mais quand on travaille bien tous ensemble, ça amène des résultats fantastiques. Et il faut rester encore aussi, il faut le rappeler, très très fier de l'équipe nationale qu'on a. Merci Pierre. On a évoqué le passé, le présent. On va évoquer le futur dans la troisième partie. Voilà, le futur. Au niveau de l'équipe première, on sait qu'en janvier, de nouveau, un mercato arrive. Est-ce qu'il y a déjà des choses en préparation pour améliorer encore cet effectif ? Oui, de toute façon, c'est un travail constant. C'est vrai qu'il y a les fenêtres de transfert dans lesquelles on peut agir et activer les dossiers, mais les dossiers se préparent tout au long de l'année, ça c'est clair. Donc oui, du mouvement, il y en aura comme chaque fois. Après, dire dans quelle mesure, à quel niveau, c'est encore un peu tôt. On va voir aussi, c'est toujours, on dépend aussi en partie de ce qui se fera au niveau des sorties, où là on a moins la main forcément. Mais voilà, le but ne sera pas de bouleverser l'effectif. L'effectif, il est là, on y croit. On croit qu'il a le potentiel pour atteindre l'objectif, même si on sait que ça va être difficile. Un autre dossier qui concerne plus les infrastructures, il y avait un projet de stade sous l'ancienne direction. Ici, la volonté n'est pas directement d'entamer les travaux, mais qu'en est-il ? Est-ce que le Standard, un jour, va voir son enceinte encore améliorée pour entrer dans une dimension plus moderne ? Ça fait partie des projets, donc le projet il est toujours là. C'est vrai qu'il est pour le moment, je veux dire, un peu mis au frigo, mais avec la possibilité de le réactiver. Le constat simplement après le rachat qui était celui de l'actionnaire, c'est que le club n'était pas prêt à assumer un tel projet. Le modèle derrière le projet n'était pas suffisamment rentable aujourd'hui que pour pouvoir être une force pour le club et pas un poids, parce qu'il faut être prudent avec les projets de stade. On a vu quand même plusieurs clubs qui se sont lancés dans des projets trop ambitieux ou pas dans le bon timing et pour qui c'est avéré être plus un poids qu'un atout.
Donc voilà, mais ça fait partie du modèle de 777. On le sait, aux États-Unis, les infrastructures sportives sont très importantes. On est le seul club où ils sont propriétaires du stade, donc c'est vraiment un atout. Donc la volonté de développer un projet, je dirais dans les prochaines années pour le stade de Sclessin, elle est là. Maintenant, ce n'est pas en effet la priorité numéro 1 aujourd'hui. Pierre, avant de conclure, pour vous, au niveau de votre carrière, bon, maintenant vous êtes dirigeant, il n'y a pratiquement plus de paliers au-dessus. Vous voyez perdurer au Standard ou vous avez aussi l'ambition d'aller dans d'autres clubs? On sait que Bruges vous a un peu courtisé à un moment. Ouais, non, il y a eu quelques contacts, mais je veux dire, non, honnêtement, j'ai pas d'ambition particulière. Je suis très heureux et fier d'être là aujourd'hui. Après, comme je l'ai dit, depuis que je suis arrivé au Standard, à l'époque, j'avais dit à mes parents, ça durera 1 an et puis j'en ferai quelque chose de plus sérieux. Et ça fait 13. Mais je veux dire, je sais aussi que ça peut s'arrêter à tout moment. On le sait quand on travaille dans le football, que ça peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre. Donc, je profite de chaque jour. Je m'investis au maximum chaque jour pour le club. Et dans l'avenir, il n'y a pas de plan précis en ce qui me concerne. Juste essayer de faire grandir un maximum le club et le Standard tant que j'ai l'occasion de le faire. Et puis après, on verra bien ce qui viendra. Merci. Avant de se quitter, un petit moment de détente avec notre classique top but des dernières semaines. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis une fois de plus. On vous donne rendez-vous dans un mois avec beaucoup de plaisir. Portez-vous bien.